Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer l'œuvre intitulée Mes forêts de Hélène Dorion, œuvre poétique que vous étudiez dans le cadre du parcours intitulé La poésie, la nature, l'intime. Je vous propose dans cette vidéo de suivre le plan suivant. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques éléments biographiques rapides concernant l'auteur, Hélène Dorion. Ensuite, je vous présenterai l'œuvre. Et pour finir, je vous présenterai quelques pistes d'analyse. Tout d'abord, les principales thématiques, évidemment, de cette œuvre. Et ensuite, le ou les liens avec la problématique, la poésie, la nature, l'intime. Intéressons-nous pour commencer à l'auteure Hélène Dorion. Hélène Dorion, c'est une poétesse contemporaine. C'est une auteure québécoise, elle est née dans la ville de Québec en 1958 et elle vit aujourd'hui dans la région de l'Estrie qui est une région à la frontière des États-Unis. Région qui nous intéresse dans la mesure où c'est une région qui est couverte de forêts que l'on retrouve bien entendu dans l'œuvre intitulée Mes forêts. Avant de se lancer dans l'écriture, Hélène Dorion a reçu une formation en philosophie tout d'abord, puis en littérature, et elle a enseigné la littérature dans un cégep. Le cégep, c'est l'équivalent du lycée en France, et elle a enseigné durant 6 ans. Elle quitte l'enseignement peu de temps après avoir commencé à publier, choisissant de se consacrer à l'écriture. C'est une auteure qui écrit beaucoup, c'est une auteure prolixe. Entre 1983 et 2022, donc un peu moins de 40 ans, elle va publier plus d'une trentaine de livres. Elle publie des romans, des récits, des poèmes, un album jeunesse, des essais, un opéra. Elle est aussi directrice dans une maison d'édition où elle réalise des enregistrements de poésie et de musique. C'est donc quelqu'un de très présent sur la scène littéraire. La scène littéraire québécoise bien sûr, mais aussi la scène littéraire internationale puisque c'est une auteure qui est unanimement reconnue et qui est traduite et publiée dans une quinzaine de pays. C'est une auteure qui a reçu de nombreux prix. C'est donc un double plaisir que cette étude d'Hélène Dorion dans le cadre du bac de français. Double plaisir tout d'abord parce que c'est une femme et que c'est le signe que les programmes comme le Monde littéraire reconnaissent de plus en plus des qualités d'écriture chez les femmes, qualités qui, dans les siècles passés, ont pu être un peu passées sous silence. Ensuite, grand plaisir parce que c'est une poétesse contemporaine, une auteure vivante, ce qui fera définitivement taire tous ceux qui pensent que l'école ne s'intéresse qu'aux auteurs morts. Avec l'étude d'Hélène Dorion, c'est une vraie ouverture à la littérature vivante, à la poésie vivante que propose l'enseignement du français en lycée. Et j'ajouterai à tout cela que le choix de cette œuvre pour les lycéens français est une nouvelle consécration qui devrait faire plaisir à son auteur puisque Hélène Dorion, dans un entretien, regrettait que, à l'école, on commence par étudier les classiques de la poésie en espérant que les jeunes découvriraient un jour la poésie contemporaine alors que, selon elle, il aurait fallu faire l'inverse et que l'on devrait, je cite, en arriver au classique. Voilà donc qui est fait. Nous commençons cette année de première par de la poésie contemporaine. Et cette poésie contemporaine, vous la découvrez à travers l'œuvre qui s'intitule Mes forêts. Mes forêts paraît en 2021 aux éditions Bruno Doucet et c'est une œuvre qui est écrite durant la pandémie, durant le confinement, ce qui forcément nous amène à nous interroger sur la façon dont cette pandémie et ce confinement ont pu modifier le rapport au monde, le nôtre, et puis évidemment celui de l'auteur. Le titre est intéressant. Et quand on étudie une œuvre, en général, on s'intéresse à son titre. Une forêt, le terme vient du latin, du mot foris, qui signifie extérieur. C'est, si j'en crois, le Centre national des ressources textuelles et lexicales, CNRTL, site que je vous invite d'ailleurs à consulter quand vous cherchez un mot parce qu'il est remarquable de précision et de justesse. Si j'en crois donc ce site, une forêt, c'est une vaste étendue de terrain peuplée d'arbres. Mais c'est aussi un terme qui est utilisé pour évoquer une grande quantité de choses. On parle d'une forêt de chiffres, d'une forêt de pyramides. Le titre donc va immédiatement nous inviter à entrer dans une œuvre où la nature va être dominante, mais aussi à entrer dans une œuvre, un univers foisonnant dans lequel l'individu va se confronter au monde extérieur.
En général, on parle de recueil quand on parle d'une œuvre poétique. Et vous avez peut-être remarqué que j'évite soigneusement ce terme depuis le début de cette vidéo. Et je l'évite parce que Hélène Dorion refuse que l'on utilise ce terme pour qualifier Méforêt. Et elle dit « Méforêt devrait être lu en entier du début à la fin parce que son architecture construit un parcours, un itinéraire ». Ce faisant, elle nous invite à prendre en compte deux particularités, deux caractéristiques de l'œuvre. La première, c'est qu'il s'agit d'un récit, d'une histoire racontée avec un début, un milieu, une fin. Et la deuxième, quand on évoque un parcours ou un itinéraire en littérature, on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser à quelque chose de l'ordre du récit initiatique. Il y a donc sans doute dans cette œuvre quelque chose de l'ordre de l'initiation. Enfin, et ce sera la dernière chose que je dirai pour parler en général de l'œuvre, l'œuvre a été composée en musique. Hélène Dorion a donné sur son site, dont je vous indique ici les coordonnées et que je recopie dans la description pour que vous n'ayez pas besoin de recopier toutes ces lettres qui se suivent. Donc elle a donné sur son site la playlist des 29 titres sur lesquels elle a composé l'œuvre. Il peut être intéressant pour vous d'aller écouter ces titres au moment où vous découvrez les poèmes de façon à entrer peut-être plus facilement dans l'univers de la poétesse. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la composition, à ce que Hélène Dorion appelle l'architecture de cette œuvre. Méforêt est composée de 4 sections qui portent des titres: l'écorce incertaine, une chute de galets, l'onde du chaos, le bruissement du temps. Et ces 4 sections sont précédées d'un poème liminaire, donc puisqu'il est en limite de l'œuvre, et qui débute par les mots « Méforêt ». Ce poème liminaire est construit autour de l'anaphore « Méforêt » et il annonce l'immensité du voyage qui sera fait. La première section débute alors. Elle commence par une succession de poèmes qui tous portent des titres qui sont des éléments naturels dont s'empare la poétesse au fur et à mesure d'une promenade contemplative en forêt. Tout se passe donc comme si nous étions invités à partager le regard de la poétesse et les éléments sur lesquels son regard se pose. L'horizon, l'arbre, le ruisseau, le rocher, etc. Vous avez la liste intégrale de tous ces poèmes qui s'affichent sur votre écran. La deuxième partie de l'écorce incertaine est un poème qui commence par la formule « Méforêt ». Et l'on peut imaginer, en tout cas c'est l'hypothèse de travail que je formule, que ce poème est la suite du poème liminaire que j'ai évoqué précédemment. Et cette suite va insister sur le macrocosme que représente la forêt comme un monde en minuscule dans lequel se retrouverait l'intégralité des éléments du monde. La deuxième section, une chute de galets, est construite un peu sur le même principe. Il y a tout d'abord un grand poème qui commence par « C'est le bruit du monde » et ce poème va retracer le temps qui s'écoule dans la nature. Elle va permettre cette nature d'ouvrir, je cite, « un chemin dans ton cœur ». C'est une découverte de soi ou une redécouverte de soi qui se fait loin de l'agitation de la vie urbaine et de son brouhaha que le poème évoque lorsqu'il évoque le bruit du monde. Après ce poème se retrouve un deuxième poème qui débute par « Méforêt » et qui est, c'est mon hypothèse encore une fois, la suite du poème liminaire, suite qui va développer des images très inquiétantes, des bêtes, du sang, des écrans qui coupent les hommes du monde et d'eux-mêmes. Dans la troisième section, on retrouve un peu la même construction. On a une succession de 30 pages, de 30 poèmes qui, ici, ne portent pas de titre. 30 pages, 30 poèmes, donc, qui vont évoquer un déluge de menaces qui pèsent sur la nature et qui vont questionner l'existence même de l'homme et de la poésie. Les guerres, les famines, la dureté, la modernité, la technologie à outrance, etc. Et dans la deuxième partie de cette troisième section, nous retrouvons la suite du poème liminaire qui débute et se construit autour de l'expression « Méforêt ». Ici, le poème va développer des images de chaos et aussi l'idée d'un possible réveil et d'un demain. Donc il y a une ouverture à la sérénité dans cette suite du poème liminaire. Prend alors place la quatrième section intitulée « Le bruissement du temps » qui va être composée de 4 poèmes.
Le premier, Avant l'aube, qui est une réécriture de la Genèse biblique, c'est-à-dire de la création du monde telle que la présente la Bible et de l'histoire de l'humanité. Un deuxième poème qui s'intitule Avant l'horizon, qui va narrer les violences de l'humanité de ses débuts à l'apparition de l'écriture qui va permettre à l'horizon de s'ouvrir, je cite évidemment le poème. Un troisième poème intitulé Avant la nuit, qui va mettre en scène des épisodes autobiographiques qui vont se mêler à l'histoire avec un grand H, celle du monde, celle des hommes, celle de l'humanité et notamment le monde moderne. Et enfin, dernière pièce de la section et du poème, la suite et la fin du poème liminaire qui évoque l'écriture et la recherche de soi dans la fréquentation du monde, fréquentation de la nature, fréquentation des autres. Voilà pour la présentation rapide du poème dans sa construction à laquelle je vous invite à vous intéresser dans la mesure où la poétesse Hélène Dorion dit dans un entretien que la poésie est un édifice que l'on érige soi-même, ce qui signifie qu'elle a tout à fait conscience de l'importance de la construction de l'œuvre qui ne doit rien évidemment au hasard mais qui relève bien d'un choix de l'auteur et que donc cette construction doit attirer votre attention. Je vous invite aussi à être sensible au fait que le titre des sections évoque en général la fragilité. L'écorce, évidemment, c'est assez solide, mais elle est incertaine et l'adjectif la rend fragile, pose la question de cette dureté du contenant, de l'écorce. Dans la deuxième section, il est question de chute. Dans la troisième section, il est question de l'onde, c'est-à-dire de quelque chose qui coule, qui se répand. Et dans la troisième section, il est question de bruissement, c'est-à-dire d'un bruit léger, d'un bruit que l'on percevrait de loin comme s'il y avait un recul du monde. Donc systématiquement, il est question de quelque chose de fragile. Je vous invite aussi peut-être à être sensible au fait que dans l'enchaînement des trois premières sections, on peut repérer un effondrement progressif. On a d'abord une écorce incertaine, c'est-à-dire un contenant, quelque chose de solide, une matière. Ensuite, on retrouve de la matière dans la deuxième section, mais elle chute, donc on est dans la destruction. Et puis, dans la troisième section, on a cette idée d'onde, cette idée de chaos, de ruissellement. Tout se passe donc comme si l'itinéraire emprunté par la poétesse nous menait de plus en plus loin dans le chaos. La dernière section, vous le voyez, est un petit peu à part puisqu'il est question de retour au calme, de sérénité, comme si les choses reprenaient leur cours après l'effondrement précédent. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux pistes d'analyse. Dans un premier temps, je vais aborder les principales thématiques qui me semblent s'imposer à la lecture de Mes forêts. Tout d'abord, il y a évidemment la nature. La nature, elle est omniprésente dans l'œuvre. Sans doute est-elle inspirée des paysages dans lesquels évolue Hélène Dorion. Et cette nature, dans l'œuvre, n'est pas un arrière-plan ou un cadre pour faire joli, en quelque sorte. Elle est ce qui constitue l'œuvre. L'homme est envisagé comme une partie intégrante de la nature. Il est un élément de la nature au même titre que les autres éléments. La nature, elle est décrite, elle est écoutée, elle est regardée. Elle est à la fois, dans cette œuvre, rassurante et menaçante. Deuxième thématique importante, le sacré. Le regard que porte la poétesse sur la nature est plein d'humilité. Elle s'incline en quelque sorte devant le mystère. On parle de nuit, d'obscurité, et la nature est fréquemment, couramment personnifiée comme une divinité. Les poèmes portent en eux la trace de ce sacré. Ils développent tout d'abord un lyrisme très fort, ils sont soutenus par une musicalité importante, et puis ils prennent parfois, souvent, je dirais presque toujours, des allures d'incantation, c'est-à-dire de paroles magiques employées pour agir sur quelque chose, de formules répétées, des refrains, et notamment, évidemment, Mes forêts. Une autre thématique, c'est le temps. Le temps, il est abordé tout d'abord à travers l'opposition forte entre l'éternel, ou en tout cas le très durable, la nature, le rocher, et puis l'éphémère, les feuilles qui tombent, la vie humaine. Et l'œuvre s'intéresse aussi à la perception du temps que peut avoir l'être humain, perception du temps qui passe, la lenteur des balades en forêt, le temps chaotique, presque rapide de la modernité, de la ville moderne, et puis le temps circulaire des saisons. Donc le temps est un élément important de l'œuvre. L'œuvre évoque aussi le monde moderne. Le monde moderne, c'est celui des chiffres,
de la technologie des écrans qui coupent l'homme de son rapport aux autres et de son rapport à la nature. C'est le monde de la société de consommation, je cite, Made in China. C'est aussi le monde des mots qui ne nomment plus ce qu'ils désignent. Et vous trouvez dans les poèmes la présence de nombreux acronymes qui, sans doute, regrettent ces mots vides de sens, qui ne nomment pas ou qui nomment de façon presque masquée ce qu'ils désignent. Et je prends l'exemple du SDF qui cache, sous un terme un peu devenu générique, un homme dans la rue qui n'a pas de foyer, qui n'a pas de logement. Le mouvement est très présent dans Mes forêts. C'est à la fois le mouvement de la poétesse au sein de la nature, c'est à la fois le mouvement de la nature, mais c'est aussi le mouvement à l'intérieur de soi, la descente vers soi, le mouvement également vers les autres et vers le monde moderne. Le mouvement est incessant dans l'œuvre, il ne s'arrête jamais, et l'absence de ponctuation mime en quelque sorte ce mouvement qui ne s'arrête jamais. Tout comme d'ailleurs les pages ou les poèmes qui commencent par « et », comme s'ils poursuivaient la page précédente. Enfin, dernière thématique que j'aborderai, c'est la déchirure. De nombreuses images dans Mes forêts évoquent cette déchirure. Il y a la brèche, la cicatrice, le sillage, la blessure. La nature, l'être, les forêts intérieures et extérieures sont fragiles, elles sont déchirées et ils sont menacés. Le monde est menacé par les activités de l'homme, l'être est menacé par la technologie et les écrans derrière lesquels il se perd. Il ne s'agit évidemment que d'une partie des thématiques de l'œuvre, sans doute les thématiques les plus récurrentes ou celles qui m'ont le plus sauté aux yeux. Je vous propose maintenant de nous intéresser à ce parcours intitulé « La poésie, la nature, l'intime » et à la façon dont l'œuvre Mes forêts peut s'y inscrire. Il s'agit donc de se poser la question de la raison pour laquelle Mes forêts s'inscrit dans un parcours intitulé « La poésie, la nature, l'intime » et de se demander comment cet intitulé « La poésie, la nature, l'intime » va guider notre réflexion dans l'œuvre. Le parcours nous invite à mettre en relation trois termes. Tout d'abord la poésie, c'est-à-dire la création, si l'on s'en tient à l'étymologie, l'écriture, le surgissement du poème. La nature c'est l'extérieur, c'est tout ce qu'est le monde au-delà de l'activité humaine. Et puis l'intime. L'intime, c'est ce qui relève du personnel et qui va échapper à l'œil extérieur, à celui qui vous regarde. L'intime, c'est ce que je suis en dehors des apparences, ce qui se rattache en quelque sorte à ma vérité intrinsèque, à ma vérité profonde, à la vérité profonde de l'être. Il y a, si l'on prend cet intitulé, une tension, une opposition entre l'extérieur, le monde, la nature, et l'intérieur, l'intimité, l'intime. Et l'intitulé donc de ce parcours nous invite à nous questionner sur la façon dont la poésie peut naître, peut jaillir de cette tension, de cette opposition entre l'extérieur et l'intérieur, peut jaillir de la fréquentation de la nature et également de l'intime, de la découverte ou de l'exploration de l'intime, à nous interroger également sur la façon dont la poésie peut influer sur l'intime et sur la relation au monde. Est-ce que la poésie modifie mon intime? Est-ce que la poésie modifie le regard que je porte sur le monde? Face à toutes ces questions, je vous propose plusieurs pistes de réflexion. La première, c'est que la tension entre intérieur et extérieur, en réalité, elle n'existe pas dans Mes forêts, dans l'œuvre. Cette opposition, elle se résout tout d'abord parce que l'homme, dans l'œuvre qui nous intéresse, est considéré comme partie prenante de la nature. Il n'est pas en dehors de la nature, il est la nature, il est un élément de la nature, il se confond avec elle et cette nature est le plus souvent personnifiée, donc traitée comme une personne. Je suis cette branche, je suis cette ramille, mes forêts sont des doigts. Vous voyez qu'il y a ici une confusion entre l'homme, l'humain et la nature. La poésie elle-même est désignée avec des termes qui évoquent plus habituellement la nature. Elle remue les mots jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent comme une onde. On a bien ici une assimilation de la poésie et de la nature. La nature remue des mots et ces mots s'ouvrent comme un élément naturel, l'onde. Et plus encore, la poésie devient elle-même un espace qui va rejoindre cette fusion.
Dans Mes forêts, on trouve cet extrait à l'intérieur du poème « La forêt rêve-t-elle ». Donc on a ici une inversion, la poésie devient un espace à l'intérieur duquel la forêt est traitée comme un homme, comme une personne. Donc vous voyez que c'est une première piste de réflexion, c'est la façon dont la poésie, la nature, l'homme vont se confondre à l'intérieur de l'œuvre. Deuxième raison pour laquelle on peut dire que la tension entre intérieur et extérieur se résout dans Mes forêts, c'est que l'intime existe parce que la poétesse fréquente le monde. Et je vous renvoie à ce passage, « Les forêts apprennent à vivre avec soi-même » ou bien à celui-ci, « Quand je m'y promène, dans les forêts, quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. » Fréquenter le monde, ce n'est donc pas se tourner vers l'extérieur, mais bien se tourner vers l'intérieur pour la poétesse. La nature influe sur l'intime, le ruisseau balaie le passé vers demain, écrit Hélène Dorion. Donc la nature agit sur l'intime, elle modifie l'intériorité de l'être. A contrario, la nature est aussi révélée par l'intime. Donc l'intime, la subjectivité, modifie la nature, puisque quand la poétesse porte un regard sur la nature, sur un élément du monde, elle le modifie par sa subjectivité, par la façon dont elle le regarde, dont elle le considère. Une autre raison qui fait que l'opposition intérieure et extérieure n'existe pas dans cette œuvre, c'est parce que l'intime rejoint, dans la poésie, l'intime des autres. Vous avez dans l'œuvre Mes forêts un certain nombre de pronoms personnels qui sont employés presque les uns à la place des autres. Le « je », bien sûr, celui de la poétesse, celui de son intime, de son intimité, mais également le « tu », le « soi », le « on » et le « nous. Ces pronoms cohabitent et ils indiquent que l'expérience que raconte la poétesse, c'est la sienne, bien évidemment, mais ce n'est pas uniquement la sienne, c'est l'expérience de quiconque fréquente la nature et parvient grâce à cette fréquentation à se sentir élément de cette nature et à renouer, retrouver sa personne profonde, son être profond. Une deuxième piste de réflexion, c'est le fait que le recueil porte la trace de cette fusion de l'intérieur et de l'extérieur. Tout d'abord, les blancs typographiques entre deux mots, ces espaces que vous voyez, notamment dans cet extrait légère, une aile. Ces blancs typographiques, donc, sont une forme de poésie pour l'œil, une beauté pour l'œil, et ils peuvent se lire comme des marques de l'émotion, une espèce de sentiment d'indicible, d'impossible à dire qui obligerait le poète à se taire l'espace d'un instant, un court espace de temps, un court espace également sur la page, et ils peuvent se lire également comme des silences que marque la poétesse dans ce cheminement dans la nature. De la même façon, les espaces blancs à la fin des poèmes, qui, cela ne vous aura pas échappé, prennent parfois très peu de place sur la page, ces blancs, donc, entre les poèmes, ces pages qui sont à demi vides, peuvent s'interpréter comme des silences de la poétesse qui écoute le monde. Et je vous rappelle que dans la poésie d'Hélène Dorion, il est souvent question d'écouter, d'écoute. Et ils peuvent se lire aussi comme des pauses au milieu de la promenade contemplative, comme si la forêt, tout d'un coup, s'arrêtait parce que la poétesse atteignait une clairière, ou bien comme si la poétesse s'arrêtait à un moment donné de son cheminement dans la nature. La poésie, elle est présentée dans le recueil comme le produit de la subjectivité, de l'intime, bien évidemment. Ce que j'écris, c'est inspiré, c'est modifié, c'est modelé par ce que je suis, et le produit de la nature. Et je vous donne un passage qui me paraît particulièrement important à ce titre, « Syllabes informes qu'assemble la lumière ». Et là, on voit bien que ce n'est plus la poétesse qui assemble les syllabes et qui donc compose des mots et des vers et des poèmes, mais c'est bien la nature qui le fait. Une dernière remarque, la poésie permet à la nature d'exister dans Mes forêts. Elle lui permet d'exister tout d'abord parce que sans la poésie, nous n'aurions pas accès à ces forêts qui sont, vous l'aurez compris, à la fois les forêts extérieures que fréquente Hélène Dorion, mais aussi les forêts intérieures, c'est-à-dire cette intime, cette intimité vers laquelle elle se penche, qu'elle redécouvre et avec laquelle elle renoue. Donc évidemment que la poésie donne naissance à la nature telle que nous la découvrons dans l'œuvre, mais la poésie permet également à la nature d'exister parce que l'œuvre d'Hélène Dorion, et je pense que vous l'aurez compris, est profondément animée, sous-tendue, soutenue par une conscience
écologique et que cette poésie prend la défense du monde, de la nature face aux dangers qui le menacent et notamment évidemment tout ce qui est en lien avec la technologie et l'activité humaine. Dernière piste de réflexion, vous aurez compris à l'écoute, à la lecture de tout ce qui précède que la connaissance de soi, l'écriture et la promenade en forêt dans la nature ont en commun d'être des cheminements, des parcours. Et si ce sont des parcours qui amènent à se connaître mieux, ce sont ce que l'on appelle des parcours initiatiques, ce qui entre d'ailleurs en cohérence avec le fait que la poétesse invite à ne pas considérer mes forêts comme un recueil, mais comme un récit de la découverte de soi, de la découverte du monde, les deux étant liés, qu'elle nous invite à suivre. Voilà pour cette fiche de lecture, ce bilan de lecture de Mes forêts d'Hélène Dorion. J'espère que ce travail aura pu vous être un peu utile et il me reste maintenant à vous souhaiter une excellente journée.